les autres présidents. On a besoin de cette sorte de symbolisme dans notre histoire. Nous sommes un peuple affectif, un peuple qui adore cette... Voilà. Mais la comparaison, le temps a changé. On ne peut pas comparer deux personnalités dans deux temps très très différents. Oui, c'est vrai, mais en même temps, c'est pas notre sujet, mais puisqu'on parle de ça, c'est vrai que par exemple pendant l'année de la présidence d'Orali Mansour, il y a beaucoup de gens qui se sont dit, bah, on aimerait bien avoir un président comme ça. Or, c'est pas un président ce qu'on appelle charismatique, comme Nasser ou comme Sadat même, qui était très charismatique, il faut bien l'avouer. Aujourd'hui, est-ce que le temps justement est venu au président un petit peu technocrate comme Orali Mansour, ou bien à la grande figure comme Nasser ou Sadat? Le président Ali Mansour avait l'air à un certain moment effacé, surtout au début de son mandat. Oui. Après ça, il a conquis, à mon avis, le cœur des Égyptiens. Mais avec sa discrétion, justement. Tout à fait. C'est ça le paradoxe. C'est pas avec un grand discours, c'est pas en haranguant les foules comme... Le président ici, si les Égyptiens avaient été en quête de quelqu'un qui va leur donner la stabilité, la sécurité. Ils l'ont trouvé dans cet homme qui fait partie de l'institution, disons, qui a été la plus stable et durable au cours des années de toute l'histoire de l'Égypte, d'ailleurs. À cause justement des circonstances qui étaient à l'intérieur et à l'extérieur de l'Égypte, ils ont eu recours à ce président qui était un peu le pilier de cette sécurité, de cette stabilité. Et je pense que c'est un peu pour ça que aussi le président Sissi est en train de donner au peuple égyptien une autre perspective de sa personne. Donc, non, je suis votre président, mais je ne suis pas là uniquement pour ça. Ouais. J'ai des ambitions pour ce pays et je suis prêt à les concrétiser. Et ce sont des grandes ambitions. Même partout dans le monde maintenant, cette histoire des charismes, l'époque des Gaulle... Elle évolue. Oui, nous aujourd'hui, on a vu récemment, il y a quelques années en France, un président qui met un jean, qui prend son vélo, qui se promène. Je parlais de Nicolas Sarkozy, a priori. Donc le monde a changé aussi. Donc ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est le président qui parle le même langage des peuples. C'est qu'il vous donne l'assurance, comme vous venez de dire. C'est l'assurance, c'est la proximité, le langage, etc. On ne sent pas un décalage entre un discours du président et dans la rue, on ne comprend pas ce qu'il dit, en fait, ce qui s'est passé il y a quelques années. Donc, cette histoire de carrière, le temps a changé. Le temps a changé. Même le président, le plus grand président du pays, les États-Unis, etc., on voit carrément un changement de style, changement de discours, etc. Mais la politique reste toujours la même, par contre. Parlons des États-Unis. Malheureusement, je ne sais pas heureusement, mais le temps a changé aussi, ce côté de charisme. Alors, parmi justement ces grands travaux, pour se réaliser, c'est vrai qu'on a besoin quand même de partenaires aussi assez stables. Alors c'est vrai que certains pays du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite et les Émirats, nous ont montré après le 30 juin qu'ils allaient être de notre côté. Mais on a vu la première le premier grand voyage à l'étranger, à part les pays arabes du président Abdel Fattah al-Sisi, ça a été la Russie. Alors est-ce que la Russie aujourd'hui, alors que la Russie connaît quelques difficultés peut-être avec le monde occidental, est-ce que la Russie aujourd'hui doit être un partenaire essentiel et privilégié de l'Égypte? Justement, vous qui travaillez dans une association euro-méditerranéenne. J'ai vu cette question lors de mon passage il y a quelques mois au même studio. Je ne sais pas pourquoi vous posez toujours la même question. C'est moi qui l'ai posé aussi. Non, mais sérieusement, comme je disais, l'Égypte, on ne cherchait pas des partenaires en fait. Nous sommes... c'est tout le monde qui cherche l'Égypte actuellement. Prenez par exemple le forum Afrique-États-Unis qui a eu lieu il y a quelques semaines à Washington. Les États-Unis ne peuvent pas avoir un accès correct et direct en Afrique pour faire son business avant qu'ils passent par l'Égypte. Ils auront besoin de l'Égypte. Donc l'Égypte est vraiment, nous ne sommes pas en train de chercher la Russie ou d'autres partenaires. Au contraire, l'Égypte reste un pays attractif. Je n'ai pas dit qu'on était en train de chercher, j'ai dit juste qu'il faut bâtir des relations avec ce pays, surtout peut-être profiter justement du fait qu'il y a une espèce de froid entre
la Russie et les autres pays européens à cause de l'Ukraine. Oui. Oui, c'est vrai aussi. Il y a eu donc des sujets aussi en commun en ce qui concerne les frères musulmans, puisque les deux pays qui ont un peu mis les frères musulmans officiellement à l'index sont la Russie et l'Égypte. Oui. Donc ça, je pense que ça aussi apaise un peu les Russes. Ils en avaient besoin. Avec ce qui se passe un peu aux alentours, un peu à côté donc des frontières avec les pays qui sont à côté de la Russie. Il y a la peur aussi donc entre guillemets de l'intégrisme politique musulman. Mais comme dit le docteur, je pense que c'est l'Égypte qui se fait inviter par tout le monde. Et je pense qu'avec ce qui se passe en Ukraine, la Russie a autant besoin de l'Égypte que l'Égypte a besoin de la Russie. Oui. À mon avis. Politiquement, peut-être économiquement aussi d'ailleurs. Mais c'est vrai que, enfin, quand vous parlez tout à l'heure, on a l'impression... Ça va contrarier parce que vous avez dit qu'on pas du tout, posé la question il y a quelques... Pas du tout, mais justement, c'est vrai qu'on a l'impression, nous Égyptiens, que on a toujours... ce sont nous qui sommes demandeurs. Or, on connaît des pays, par exemple la Chine, par exemple, avec le milliard et demi d'habitants qu'elle a. C'est bien sûr le plus grand marché certainement potentiel, on va dire, du monde. C'est vrai que personne n'ose lui parler. Nous, on est quand même, c'est vrai, tendance à se minimiser un peu, mais on est quand même un grand pays et un pays avec un fort potentiel, puisque on est 90 millions quand même, c'est pas rien. Oui, c'est ça, c'est la question de confiance en fait. On a besoin, parce qu'on a perdu cette confiance pendant quelques années. Ce qu'on cherche actuellement, c'est le retour de confiance. La confiance, c'est la base pour réussir. La confiance et la continuité, en fait. Et le temps, parce qu'il faut quand même saisir le temps. On n'a plus de temps. On n'a pas beaucoup de temps à perdre, en fait, actuellement. Donc le monde bouge autour de nous. Le monde vraiment bouge d'une façon horrible, terrible. Donc ce qui se passe, vous venez de parler de la Chine. La Chine, actuellement, selon les statistiques des Fonds monétaires internationaux, dépasse les États-Unis. Donc c'est la prochaine puissance mondiale. Donc la Chine, le modèle chinois, c'est des choses à étudier à part. Vraiment, c'est exceptionnel de l'histoire. Mais il faut le retour de confiance à l'Égypte, aux Égyptiens. Confiance à leur pays, à leur leader pour avancer dans ce monde bien agité actuellement. Ouais. Justement, aujourd'hui, quand on voit, est-ce que on voit par exemple d'autres expériences, on va dire, comme l'expérience turque, par exemple. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent que Erdogan a de bons résultats économiques. Or, il en a eu. Erdogan a suivi quand même un plan qui a été fait bien avant lui par Demirel et on a l'impression que la Turquie a compris qu'elle avait besoin d'être surtout un leader, on va dire, comment on peut appeler ça, local, on va dire. Vous avez dit Demirel, mais il y a Turgut Özal aussi. Turgut Özal, absolument. Un travail extraordinaire. Donc lui, il a un peu récolté un peu tout ce qui a été fait avant lui. Voilà. Ça vous avez raison. Mais aujourd'hui, est-ce que notre but justement, c'est d'être un leader dans notre région avant tout, et d'avoir de l'influence dans cette région, je veux dire, point de vue économique, hein, parce que point de vue politique, on l'a déjà, avant de commencer à penser à faire des choses plus grandes encore. Oui, mais il faut commencer à regarder dans sa propre maison. On a des problèmes qu'il faut affronter, certains qu'on n'affronte pas, à mon avis, qui sont très importants, qui sont minimisés dans la presse. Ouais. Je parle surtout, par exemple, du taux de natalité en Égypte. Je vous rappelle qu'en 1998, on avait 1,9 million d'habitants qui venaient au monde en cette année. En 2005, on avait 1,5 million. En 2012, on avait 2,6 millions. Donc le taux de natalité qui était un peu géré au moment, là, il faut dire aussi le pour et le contre de la période de Moubarak, ça c'était un pour qui était justement, qu'on peut assumer à la présidence de Moubarak, qui était respecté. Maintenant, ça n'est pas du tout respecté. Et il y a une explosion démographique à tous les niveaux en Égypte. Oui, parce que c'était aussi la politique des frères musulmans. C'était aussi la politique des frères musulmans qui, dès qu'ils sont venus justement, vous avez mis les points sur les i, dès qu'ils sont venus justement au pouvoir, ils ont carrément lâché, il y a eu le laxisme total en ce qui concerne les programmes qui étaient appliqués au moment de Moubarak.
Et ça, c'est un problème, à mon avis, qu'il faut prendre très au sérieux. Oui. Entre 0 et 4 ans, vous avez 11 millions d'habitants. Entre 4 et 8 ans, vous avez 9 millions d'habitants. Vous avez déjà 20 millions d'habitants qui sont en dessous de 8 ans. De 90, c'est quand même un chiffre très impressionnant. Comment combler tout ceci? Ça, c'est un problème que je ne vois pas tellement dans la presse et je me demande pourquoi. Oui. Et ça, à mon avis, il faut, ça je laisse peut-être au docteur côté économique, mais il faut avoir une certaine base sur laquelle on peut commencer à... Et ça, ça c'est à mon avis, c'est quelque chose de primordial. Mais effectivement, le modèle turc, en fait, c'est tout simplement un modèle basé sur le secteur privé. Et deuxièmement, c'est un pays qui, entre l'Orient et l'Occident, sa proximité de l'Allemagne, etc., il a bien profité des technologies qui viennent de l'Allemagne, parce qu'il y a beaucoup de Turcs, bien sûr, qui travaillent en Allemagne, etc. Cette proximité a aidé beaucoup la Turquie. Donc, c'est un pays qui cherche en fait un rôle, parce qu'il est coincé, bien coincé entre l'Occident qui refuse jusqu'à aujourd'hui qu'il soit un membre de l'Union européenne, donc ça lui fait mal. Mais qu'est-ce qu'il fait? Donc, il a commencé de retourner avec ce qui s'est passé pendant 3 ans. Il a commencé de chercher un rôle de l'autre côté. Si les Européens nous rejettent, nous, alors on cherche à avoir autrement. Mais quand même, c'est un modèle réussi. Il faut dire les choses comme il est. C'est un modèle réussi. C'est un pays quand même qui a une compétitivité énorme dans le marché. Oui. Mais pas à cause d'Erdogan. C'est ce que je voulais dire. Oui, parce que oui, vous avez raison. Dernière question, Dr Adel, parce que vous vouliez nous parler justement, puisqu'on parle des projets, il y a également une réunion, je crois, qui va avoir lieu à Genève. Vous tenez à parler de cette réunion? Effectivement, c'est une conférence internationale qui était organisée par notre association, l'association euro-méditerranéenne pour le développement durable en Égypte, basée à Paris, en collaboration avec l'Union des Égyptiens en Europe. Cette conférence aura lieu le 13 septembre à Genève, qui cherche effectivement de présenter des projets de développement durable pour l'Égypte en 2020. Avec des expériences des experts égyptiens en Europe, en collaboration avec leurs collègues homologues ici en Égypte, et aussi avec la participation des hommes d'affaires égyptiens à l'étranger et quelques hommes d'affaires en Égypte. Donc c'est une sorte de conférence qui continue en fait la feuille de route économique pour l'Égypte. Et il y aura des projets, même concernant le canal de Suez, ce sera présenté, projets dans le développement durable en général, l'énergie renouvelable, l'énergie solaire. Il y aura aussi des projets sur l'agriculture biologique, la santé, l'éducation, les nouvelles technologies. Je suis heureux parce qu'aujourd'hui, quand j'ouvre mon portable, voir mes emails, je vois beaucoup de appels, les gens qui me demandent vraiment de participer avec des projets, des chercheurs partout en Europe. Et je suis vraiment ravi de rassembler les connaissances, l'expérience égyptienne à l'étranger pour participer à cette conférence. Voilà, bon, on espère en tout cas l'Égypte est sollicitée, quoi. Une réussite bien sûr. Voilà. Il faut réussir, on n'a pas de choix. C'est le temps d'échouer, c'est terminé. On n'a pas le droit d'échouer. Il faut réussir maintenant. Allez, on va vous remercier bien sûr tous les deux. Merci d'être d'avoir passé cette heure en notre compagnie. Merci voilà, on va se quitter. On vous donne rendez-vous demain pour une autre édition de Direct. Excellente soirée à toutes et à tous.